bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 18 novembre et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 102e webinaire Second Souffle. Alors, les missions de Second Souffle. Voilà. La première mission, c'est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis, notre deuxième mission, c'est la prévention et la formation avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinars. Après plus de 12 ans d'existence, nous sommes présents dans 42 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme, vous avez donc en bas à droite deux icônes, bien importantes ces deux icônes. Le premier, le chat pour discuter entre vous, entre nous, et le deuxième, l'icône question, très important, l'icône question. Bien écrire vos questions dans cette partie, s'il vous plaît, sinon les questions se perdent dans le fil du chat. Des soucis techniques, vous avez une icône sur la gauche. Et puis deux icônes au milieu, un pour mettre en plein écran. Ça va être très important aujourd'hui de mettre en plein écran, donc allez-y, mettez-le tout de suite s'il vous plaît, parce que vous allez voir que les slides sont bien remplis avec du texte, vous allez voir. Et puis une autre icône qui est réagir. Alors ça, c'est pour envoyer des petits emojis. Les petits emojis, c'est quoi? C'est ça, voilà, pour donner votre sentiment sur ce qui se passe, plutôt que d'écrire un petit emoji, ça va plus vite. Voilà, donc aujourd'hui, chers amis, le sujet du jour est vital pour nous tous, particuliers comme professionnels, mais il est aussi complexe. Alors, sortez vos carnets et vos stylos et soyez très attentifs. Voilà. Heureusement pour nous, aujourd'hui, il y aura deux experts et aussi il y aura un replay. Merci, mesdames, messieurs, d'accueillir. Bonjour, enchanté. Éric Brégé et Luc Jeanneney. Bonjour, messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Et puis bonjour également à toutes les CCI qui sont présentes aujourd'hui. Vous êtes très nombreuses. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de CCI aujourd'hui avec nous dans ce webinaire. Malheureusement, trop peu de CMA. Bon, les problèmes électriques et de gaz, je pense que ça touche aussi les artisans. Un grand bonjour amical à Florence de la CPME Normandie, Michel et Gilles de Clermont-Ferrand, Joël et Caroline de Paris, et l'autre Caroline, la merveilleuse du 86. Je prends la main. Bon, Éric, Luc, Éric. Non, c'est Luc qui démarre. C'est moi qui prends la main. Allez, Éric. Voilà, bonjour Luc Jeanneney, donc ravi d'être... pardon, Éric, Luc, qui es-tu? Je vais y arriver. Pour l'animation. Moi, j'ai un parcours dans l'industrie comme acheteur, comme chef de projet, comme responsable stratégie, et j'ai passé pas mal d'années à résoudre des problèmes d'achat d'énergie, de gaz, d'électricité, de fuel, et aussi avec une dimension de hedging financier. Et actuellement, je conseille une association sur ces achats d'énergie. Et donc, c'est un peu à titre d'acheteur d'énergie que je vais vous parler aujourd'hui. Par ailleurs, j'ai des activités de conseil et de médiation interentreprise. À toi, Éric. Bon, bonjour, je me présente Éric Brégé. J'ai un parcours assez atypique avec d'abord beaucoup dans la communication et je suis pour le coup intervenu en étant un acteur principal chez Total. En 2019, je crée la Fédération française des courtiers en électricité et gaz. Et j'en deviens le conciliateur pour gérer des litiges uniques en France que personne ne veut gérer. Bon, vous avez de la médiation, mais il y a très peu de conciliation. Et aujourd'hui, j'ai créé cette fédération, la Fédération française des courtiers en électricité et gaz. Voilà. Très bien, merci messieurs. J'espère que tout le public aura remarqué que moi-même j'ai fait un effort considérable. Puisque j'ai adapté le format de ce studio. Derrière moi, c'est orange brûlant et j'ai une chemise bleu électrique, évidemment. Parfait. Vous aimez les webinaires Second Souffle?
Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Bien. Alors, Luc, on poursuit avec l'actualité, les Alors, enfants. pourquoi parler de hausse de l'énergie? On en parle tous les jours, c'est un enjeu d'actualité. Et je vous ai pris quelques snapshots d'actualité. Hein. C'est une collectivité qui ne peut plus, un mairie qui refuse de payer une facture de 700 000 euros d'électricité. C'est ce boulanger qui dit mais ma baguette va coûter 30% de plus. C'est le ministre de l'économie qui dit on ne peut pas payer notre gaz 4 fois plus cher que ce qu'il vend et se vend aux États-Unis. C'est même Bloomberg qui annonce que l'activité des réacteurs nucléaires en France est un vrai problème. À l'époque, c'était au moment où il y avait la grève dans les équipes de maintenance des centrales nucléaires, lesquelles fonctionnent aujourd'hui, à date, ne fonctionnent qu'à 50%, alors que c'est notre source principale d'énergie électrique en France. Et le sondage Énergie Info qui dit que 89% des consommateurs déclarent que la consommation d'énergie est un sujet qui les préoccupe aujourd'hui. Donc c'est un enjeu d'actualité et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc on va parler d'électricité, on va parler de gaz. On a pris le pari, on ne peut pas parler de tout. On ne parlera pas d'hydrogène, on ne parlera pas de fuel, on ne parlera pas d'énergie alternative. On va se concentrer sur l'électricité et le gaz, qui est quand même une préoccupation majeure. Et on pourrait effectivement parler des autres sujets. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Et en préparant, on s'est posé la question, et si on était intervenu il y a un an, qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Et c'est la page d'après. Et je vous ai pris un extrait du journal des Échos, un article d'un spécialiste des Échos, c'est Vincent Collen. L'article date du mois de septembre de l'année dernière. Et quand vous regardez les courbes, eh ben, le prix de l'électricité, ce qu'on appelle les marchés de gros, et on y reviendra, on parle d'une électricité à 100 euros du mégawattheure. Retenez bien ce chiffre, 100 euros du mégawattheure. Vous allez voir que finalement, c'était pas grand-chose. On parle du gaz à 60 euros du mégawattheure. C'était déjà des hausses énormes. Et ça, c'était il y a plus d'un an. Donc la question de l'énergie, et comme vous l'avez vu, c'était bien avant, je dirais, les événements géopolitiques en Ukraine. Voilà. Donc c'est un vrai sujet, c'est un sujet d'actualité, mais pas que. Parce qu'en fait, les augmentations, elles étaient déjà sous-jacentes, mais on en parlait peu. Pourquoi on en parlait peu? Et parce qu'en fait, souvent, on a des contrats. Alors, pourquoi ce webinaire sur l'énergie? Parce qu'en fait, finalement, quand il y a des variations de prix, quand il y a des enjeux, eh ben, il y a des problèmes. Et les problèmes n'arrivent pas qu'aux autres. Et on pourrait poser la question, qui n'a pas eu de litige de facturation? Et on y reviendra, comment les résoudre? Comprendre les enjeux, c'est aussi comprendre les prix, comprendre quels sont les fournisseurs, quels sont les marchés sur lesquels on intervient, pourquoi le prix de l'électricité a augmenté, pourquoi le prix du gaz a augmenté. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on va revenir à des niveaux qu'on a connus ou pas, ou si oui, quand? Et finalement, une fois qu'on a dit tout ça, la question qu'on se pose, c'est finalement qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux anticiper pour trouver éventuellement les bonnes solutions et éventuellement les meilleures solutions. Voilà, donc c'est l'enjeu, avec cette petite image qui est un peu historique, c'est les plaques de eau, gaz, électricité à tous les étages, alors qu'on parle éventuellement de pénurie. Aujourd'hui même, en fin de matinée, RTE a sorti une alerte en disant qu'il y avait un risque d'approvisionnement pour l'électricité en janvier 2003 en France. Donc, effectivement, à cause des problèmes nucléaires, que les centrales ne redémarrent pas, je crois. Alors, on a un parc aujourd'hui qui est à 50% et qui est fragile, tout simplement parce que d'abord, pour entretenir les centrales, il faut du gaz, on n'en a plus. Donc, de plus en plus, elles ne sont plus éligibles. Il va falloir mettre 10 ans pour les rénover, donc on a un parc qui est très amoindri aujourd'hui, alors c'était notre fleuron, on va dire, il y a une dizaine d'années. Voilà. Des petites questions, Luc? Alors, un petit sondage. On vous propose de vous faire travailler pour débuter en vous posant 3 questions et vous pourrez répondre sur le chat. La première question, on va traiter la première question, c'est quelle est votre
fournisseur d'électricité. Pardon, il faut répondre, excuse-moi William, est-ce qu'il faut répondre sur le chat ou sur les questions? Non, sur le chat, là. Répondez sur le chat. Ok, on regarde sur le chat. On vous a mis donc, question 1, quel est votre fournisseur d'électricité? En dessous, on vous a mis des exemples, hein, mais ça peut être d'autres fournisseurs. Donc, question 1, déjà, on va essayer de répondre à la question 1. Voilà. Donc, EDF Électricité, nous dit Caroline. EDF, Total Énergie, EDF, Total Énergie, bon, toujours Engie. Électricité. Vous avez le droit de dire autre et vous avez le droit de dire je ne sais pas. Voilà. Méga Énergie, puis EDF. D'accord. Bon. Alors, juste pour une précision sur les contrats en cours, et là je fais une grande parenthèse, tous les contrats que vous avez en cours jusqu'à horizon 2023, conservez-les. Ils ont des indices exceptionnels que nous n'aurons plus jamais. Il faut tenir compte du marché actuel. Quelqu'un qui vous propose un nouveau contrat, ne le prenez pas. Gardez votre ancien contrat, même s'il y aura des augmentations en cours, que ce soit EDF, que ce soit chez Total, pour les opérateurs alternatifs ou un Engie, et dans leurs propositions, gardez les contrats de référence que vous avez. À toi, Luc. Est-ce qu'on a fini avec les questions sur fournisseurs d'électricité? On peut passer à la deuxième question. Si vous avez un contrat de gaz, quel est votre fournisseur de gaz? Alors, Christelle va nous dire ça. Total Énergie, Engie, OHM, Home, EDF, Total Énergie, Butagaz, Engie, EDF, Engie. Bon, beaucoup de gens sont restés avec l'opérateur historique. Faut quand même pas oublier qu'EDF détient 73% du parc français. Les 27%, 27 à 28, sont sur les opérateurs alternatifs, dont Engie. Parfait. Alors là, troisième question. Ça va être plus dur à répondre, peut-être. Ça, c'est plus difficile. Alors, quelle est votre consommation annuelle d'énergie? Vous avez 3 possibilités, 4 possibilités inférieures à 30 000, de 30 000 à 60 000, au-delà de 60 000, ou je ne sais pas. Ouais, personne ne sait, oui. Stanislas, qui est inférieur à 30 000. C'est des petites consommations. Hein. Tout ce qui est inférieur à 30 000, c'est vraiment des petites consommations dans les C5, ce qu'on avait des catégories. Dimitri qui répond à côté de la question, comme d'habitude. OK. Et sinon, moi, j'ai battu le record. Vous savez, moi, je suis chez Engie, on peut comparer son foyer par rapport au foyer du même département, qui ont le même équipement, etc. Le foyer le plus consommateur équivalent au mien, c'était 400 kW, et le meilleur, c'était 200 kW, je crois. Moi, je suis à 91. Et attention, les taxes régionales ne sont pas les mêmes en Île-de-France que dans les régions. Aussi, il faut tenir compte qu'il y a 50% de la facture qui part dans les taxes. Hein. Dimitri qui me dit j'ai du retard. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, avec toutes ces questions et ces réponses, messieurs, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quatrième question. Et là, c'est aller c'est un peu dur de répondre. Hein. En écho à ce que disait Eric, c'est quelles sont les chances de votre contrat? Est-ce que c'est avant fin 2022? Donc il vous reste un mois et demi, même pas, un mois et 10 jours. Est-ce que c'est en 2023, 2024, 2025 ou je ne sais pas? Très important ça. Hein. Ça conditionne vos tarifs hein, quand même. Donc, conservez bien votre date, c'est marqué sur votre facture. Si on pouvait prendre un exemple de facture, vous avez vos dates d'échéance et votre date d'anniversaire. Et en général, les contrats pour ce qu'on appelle des contrats bleus, il y a beaucoup de contrats qui se terminent en 2023.
Mais il y a plus de monde qui connaissent leur date d'anniversaire que leur consommation. En fait. C'est normal. Les gens ne s'attardent pas à la consommation. Ils regardent leur coût moyen de ce qu'ils payent par mois. Ça leur coûte déjà assez cher. Voilà, parce qu'on est un pays riche et que la consommation, on s'en fiche. C'est pas faux. Donc, après ces 4 questions et toutes ces réponses, messieurs. Ces 4 questions, tout ça pour dire qu'effectivement, on connaît assez bien le nom de son fournisseur, on connaît presque assez bien l'échéance de son contrat, et on connaît finalement pas grand-chose de sa consommation annuelle. Et avec ces 3-4 questions, le fournisseur, la consommation, l'échéance du contrat, on n'a pas parlé de prix. Et donc, vous voyez, et là, on est sur des paramètres qu'on maîtrise, parce que c'est vous qui choisissez le fournisseur, c'est vous qui pouvez avoir un impact sur la consommation annuelle, et c'est vous qui pouvez non pas choisir l'échéance de son contrat, mais l'anticiper pour mieux la gérer. Voilà. Tout ça pour dire qu'on est dans un enjeu où finalement l'énergie ne va plus être une ligne de plus dans vos frais généraux. Quand vous avez vu la première courbe, et on va en voir d'autres qui vont faire un peu peur, quand vous avez vu la première courbe qui montre que l'électricité monte à 100 € du mégawattheure alors qu'elle était à 50, que le gaz qui était à 20 ou 30 passe à 60, c'est du simple au double. Et donc on va voir après comment ça impacte sur votre facture, comment ça se structure. Voilà. Donc on va avancer. On va passer à la page suivante. Et la page suivante, c'est essayer de comprendre sa facture. Voilà. Et donc, vous avez globalement, que vous soyez particulier ou professionnel, vous avez, exceptionnellement, vous avez des fois des factures combinées électricité et gaz. Mais maintenant, on a très souvent une facture d'électricité d'un côté, une facture de gaz de l'autre. Si vous êtes multisite, vous pouvez avoir plusieurs sites qui sont regroupés sur une même facture. Vous avez des annexes avec les consommations par site. Ou si vous êtes monosite, vous avez une facture par site et une facture par énergie. Donc, la partie bleue, l'électricité, on va parler d'électrons. C'est l'énergie qui va être fournie, c'est l'électron qui va se promener dans le câble, et de la même façon, dans le gaz, ça va être une molécule qui va se promener dans le tuyau. L'électron en électricité, c'est vendu, c'est des tarifs qui sont, surtout quand on travaille en marché de gros, pour les professionnels, c'est de l'euro au mégawattheure. Et finalement, pour les particuliers, souvent, vous avez des prix qui sont en centimes d'euros du kilowattheure, mais parfois en euros du kilowattheure. Donc là, il y a une première vigilance à avoir, c'est qu'effectivement, l'unité d'œuvre n'est pas toujours la même. Les histoires de, quand vous parlez d'euros ou de centimes d'euros, il y a un facteur 100. Et quand on a vu que les prix, ils augmentaient quasiment de x5, et on va voir encore plus, finalement, on a vite fait de se tromper. À l'inverse, sur le gaz, c'est comme au marché, quand on va acheter des légumes, on paye le kilo de patates, le prix du kilo, et les prix des fraises au gramme. Exactement. Et voilà. Et puis des fois, on achète une livre de fruits. Enfin voilà. Et puis voilà. Il y a ça aussi. Donc la notion d'unité d'œuvre, c'est le prix en euros ou en centimes d'euros et la quantité d'énergie en kilowattheure, mégawattheure. C'est pas neutre, parce qu'effectivement, convertir des euros en mégawattheure en euros en kilowattheure ou en centimes d'euros kilowattheure, il y a un facteur 1000 d'un côté, il y a un facteur 100 de l'autre, ça fait 10 d'écart. Quand vous avez vu que le prix augmente de 10, vous êtes perdu. Voilà. Et donc, c'est très facile de faire des confusions. À l'inverse, plus complexe, c'est sur le gaz, à la fois plus complexe et plus simple. Vous avez on vous livre des mètres cubes de gaz qu'on convertit en euros du mégawattheure avec un pouvoir calorifique dit inférieur, PCI, qui est de l'ordre de 11 mégawattheures par mètre cube. Voilà. Et donc, en fait, vous avez une facture de gaz le compteur vous indique des mètres cubes que vous convertissez en mégawattheures. Et donc, vous avez les fameux compteurs Linky, essentiellement pour l'électricité, et les fameux compteurs Orange, qui s'appellent les compteurs Gaspard pour le gaz. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique sur les compteurs, l'intérêt ou pas du compteur Linky ou du compteur Gaspard. Il est clair qu'aujourd'hui, ça vous permet d'avoir des lectures en direct de vos consommations. Alors, il faut savoir, je fais une petite parenthèse, pourquoi ça a été créé le Linky? Par un manque et un appauvrissement du public
qui aujourd'hui, vous aviez les agents publics qui venaient quand vous aviez un problème de paiement de facture ou autre, ils venaient relever votre indice, il y avait des plombs, on faisait sauter les plombs, on vous coupait l'électricité, on s'en allait. Donc les agents publics, il y en a de moins en moins, ils ont supprimé des postes et ils ont créé ce compteur dit communicant. C'est-à-dire qu'ils communiquent comme d'autres compteurs avec d'autres puissances, mais pour les petits compteurs, c'est-à-dire de 6 jusqu'à 36 kVA, le compteur Linky permet de communiquer en direct votre consommation en temps réel. Voilà. Après, il y a quelques petites pertes de données, il y a quelques petits problèmes. Ils n'ont pas tout fait, pas tout le parc en France. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de particuliers qui n'en ont pas voulu. Vous pouvez refuser aujourd'hui encore du Linky chez vous. Hein. Vous avez le droit. C'est un droit. Et par contre, dans les parties communes, par exemple, si les compteurs sont à l'extérieur, là, Enedis peut faire ses pauses. Sinon, il faut l'autorisation du particulier pour venir chez vous pour poser un compteur. Si votre compteur n'est pas communicant, vous aurez juste à relever l'indice et le donner quand on vous le demandera. Ça, c'était pour la parenthèse. Non, mais très bien. Soit dit en passant, on y reviendra. Le changement de compteur est souvent une source de litige parce qu'en fait, quand on démonte un compteur mécanique pour en mettre un compteur électronique, ben, il faut relever l'indice au démontage. Et si c'est mal relevé sur le papier, ben, vous avez un écart. C'est toujours un petit peu, des fois, ça peut être très douloureux. Voilà. Donc, première partie d'une facture, hein, c'est la partie énergie pure. Une deuxième partie, c'est le transport et la distribution. Et donc là, vous avez pour l'électricité deux acteurs qui sont Enedis, qui veut dire qui est le distributeur, et RTE qui est le transport. Donc RTE, on ne connaît pas très bien, mais c'est lui qui opère le système et les lignes à très haute tension que vous voyez dans les campagnes, et Enedis, c'est eux qui gèrent la distribution dans les villes et éventuellement dans les campagnes. Voilà. Deux gros paramètres pour la partie transport-distribution, c'est la puissance souscrite, hein, comme mentionné Eric, 6, 12, 18, jusqu'à 36 pour les particuliers, au-delà de 36 y compris 18, 36 pour des professionnels et au-delà pour les gros professionnels. Et un autre paramètre qui est très important, c'est la formule tarifaire d'acheminement, c'est le profil d'utilisation qui va déterminer un peu comment vous allez être facturé des coûts de transport-distribution. Ça, c'est le cas général. Il peut y avoir des entreprises locales de distribution dans certains secteurs, dans certaines communautés. Et dans ce cas-là, vous avez un opérateur spécifique. Mais Enedis RTE, c'est le cas général. Attention aux taxes. Hein, les taxes changent en fonction des régions. On a des taxes qui ne sont pas forcément les mêmes. D'accord, elles sont mobiles. C'est le cas de le dire. De l'autre côté, vous avez pour le gaz, vous avez des options tarifaires T1, T2, T3 qui sont liées au profil de consommation. Vous avez une notion qui est la consommation annuelle de référence. Ça, c'est la quantité d'énergie que historiquement vous avez consommé. Et donc, quand on posait la question au début, c'est quoi votre consommation? Eh ben, c'est souvent là où on la repère, la consommation annuelle de référence. Et l'opérateur essentiellement national, c'est GRDF, un Gaz et Réseau de Distribution de France, qui opère sur la quasi-totalité du territoire, parce que là encore, il peut y avoir des entreprises locales de distribution et il y a aussi d'autres acteurs comme GRT Gaz ou TIGF qui font du transport et de la distribution de gaz. Voilà. Mais généralement, on traite avec GRDF. Donc ça, c'est la deuxième couche de vos factures. Puis après, on va voir dans le deuxième temps comment ça s'articule. Et après, vous avez les fameuses taxes et contributions. Hein. Vous avez pour l'électricité la CSPE, des taxes communales, des taxes départementales, la TVA, bien sûr. Pour le gaz, vous avez la CTA, qui est la contribution tarifaire d'acheminement, la TICGN, la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel, les certificats d'économie d'énergie et la TVA. Voilà. Donc, on va passer, parce qu'il y a des formules, il y a des calculs. Effectivement, oui, sur l'ensemble, voilà, il y a des taxes sur les taxes, etc. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'il y a trois grands postes dans votre facture. L'énergie, c'est ce que vous allez négocier avec votre fournisseur. La partie Enedis, transport, distribution, Enedis ou GRDF, c'est déterminé et c'est régulé. Et puis les taxes, c'est au bon vouloir de nos administrations et de nos politiques. Ce qui est important, je termine, c'est qu'on avait traditionnellement, si on peut revenir, l'habitude de dire qu'une facture, c'était 3 tiers, 1 tiers d'énergie, 1 tiers de transport, distribution, 1 tiers de taxes et de contributions. On verra que c'est plus tout à fait vrai avec les évolutions de prix. Alors, après, une fois qu'on a dit ça, c'est quel contrat, qui est éligible à quel contrat ou quel tarif. Une grande distinction, c'est d'un côté, vous avez des particuliers,
De l'autre côté, vous avez les professionnels et entreprises. Voilà. Donc les particuliers, vous pouvez être ce qu'on appelle au TRV, tarif réglementé de vente, ou à une offre de marché. Donc, on va simplifier. Pour l'électricité, le TRV, c'est auprès de EDF particuliers. Les TRV de gaz, c'est auprès de Engie, qui délivre encore, pour certains abonnés, du gaz au tarif réglementé. Ou vous pouvez avoir souscrit en tant que particulier des offres de marché. Luc, on est bien d'accord, hein, en TRV, il n'y a que EDF et que GRDF. Hein. Alors, pour le gaz, c'est Engie, une branche particulière d'Engie qui s'appelle Engie TR, tarif réglementé, et EDF particulier pour l'électricité. Absolument. Alors, dans cette phase qui est un peu difficile et qui est compliquée sur les marchés de l'énergie, il faut être prudent parce qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont en difficulté et ça a défrayé la chronique l'été dernier où il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont essayé de résilier les contrats qu'ils avaient faits avec certains particuliers. Il faut quand même surveiller sa boîte aux lettres parce que des fois on peut avoir Il faut savoir que particulier ou professionnel, hein, parce qu'il y a des contrats en cours avec des opérateurs alternatifs, pas forcément les deux grands, c'est-à-dire Total, Engie, vous êtes protégés parce que c'est des opérateurs aujourd'hui qui ont pignon sur rue en France, mais d'autres opérateurs, je ne vais pas les citer, où vous avez des contrats, il faut faire très très attention. Voilà. Ne vous engagez pas sur des chemins où il faut mieux aller vers des opérateurs aujourd'hui dits sécures plutôt qu'aller chercher des prix où il n'y a aucune garantie de demain. Voilà. Alors, donc de l'autre côté, on viendra sur la partie du bas. De l'autre côté, vous avez les professionnels et entreprises qui sont aux offres de marché. Et on peut avoir des contrats monosites ou multisites. Et donc là, on revient sur les grands points clés de structure de prix. C'est l'échéance du contrat. Et derrière l'échéance, il y a le préavis. Hein. Souvent, vous avez un préavis qui permet de changer de fournisseur, qui permet de se retourner si le fournisseur vous donne une modification de prix. Vous avez un préavis pour pouvoir éventuellement changer de fournisseur. Vous avez votre formule de prix, elle peut être fixe ou révisable. Je suis tombé sur des situations où finalement, des consommateurs ont découvert qu'ils avaient un prix qui était indexé. Et donc, quand les prix du gaz se sont envolés, ils m'ont dit, mais on fait des efforts sur la consommation, mais la facture augmente. Ben évidemment, ils avaient beau réduire, le prix avait fait x10. Et après, vous avez votre profil de consommation qui est effectivement le facteur que vous pouvez piloter directement. Après, il faut aborder un truc dont on entend parler très souvent, c'est le fameux bouclier tarifaire. Donc, le bouclier tarifaire, c'est une décision, on y reviendra de façon détaillée, mais pour comprendre, ça s'applique pour les consommateurs finaux particuliers, domestiques, et ou les petites entreprises qui ont moins de 10 employés ou un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros et une puissance souscrite jusqu'à 36 kVA. Voilà. Et pas plus tard qu'hier soir, il y a Pierre Pelouzet, qui est le médiateur des entreprises, qui est intervenu sur un média national pour dire qu'effectivement, il y avait beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas au courant qu'ils étaient éligibles au bouclier tarifaire. Donc ça s'applique sur l'électricité, mais aussi d'une certaine façon aussi sur le gaz, sachant que sur le gaz, il y a une situation particulière qu'il faut avoir en tête, c'est que les tarifs réglementés de vente du gaz vont s'éteindre, c'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter au mois de fin juin 2023. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez plus souscrire aux tarifs réglementés de vente du gaz, et ceux qui sont au TRV du gaz, ça va s'arrêter juin 2023. À l'inverse, sur l'électricité, si vous êtes chez un fournisseur alternatif, en étant particulier ou peut-être entreprise, vous pouvez souscrire au TRV auprès de EDF. C'est juste, Eric ? Oui, c'est parfait. Voilà. Attends, je répète si j'ai bien compris. Ça veut dire qu'au mois de juin 2023, nous, les particuliers, si on a un contrat gaz, TRV ou pas, TRV, dans tous les TRV. Contrat gaz TRV. Ouais, donc tarif réglementé. À partir de juin 2023, on ne sera plus du tout sur un tarif réglementé. On ne peut plus en avoir. Mais alors, ceux qui ont déjà un contrat de quoi ? Un tarif réglementé pour le gaz. Qu'est-ce qui va se passer après juin 2023 ? Mais on ne pourra plus proposer des prix bloqués.
Ah oui. TRV, c'est ça, hein. Tarif réglementaire de vente. Ça veut dire qu'à partir de j'ai une base, un indice. Tout le monde se met, par exemple, je donne les cas, quand vous avez le groupe Total qui est arrivé sur le marché pour s'étendre, pour déployer sa force commerciale, ils se sont appliqués à se brancher sur les lignes d'EDF, c'est-à-dire sur les TRV. Les prix de Total étaient sur les TRV, les prix de marché. Et donc, le gaz ne peut plus le faire pour les contextes qu'on a, les contextes géopolitiques. Le gaz, on ne sait plus où on va l'acheter. On pourra en parler après, mais voilà, c'est un vrai problème. Je veux bien qu'on soit clair. Après juin 2023, moi, je suis au gaz, je n'aurai plus de tarifs réglementés. Non. Je serai au prix de marché. Exactement. Donc, ça veut dire que… Ça peut être du simple ou pas. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, si ça continue au mois de juin 2023, je risque d'avoir ma facture de gaz qui va exploser. Exploser. En fonction du contrat. Là, vraiment, c'est exploser. Oui. Qu'est-ce que tu dis, Luc? En fonction du contrat que chacun sera amené à souscrire. Non, mais j'ai déjà un contrat qui est souscrit. Non, mais William, de fait, William, ton contrat, il est souscrit, d'accord? Imaginons que ton échéance, elle arrive là en juin. Tu vas avoir une réactivation d'un nouveau contrat avec l'indice du jour et c'est fini les tarifs bloqués, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer. Voilà. D'accord. C'est une vraie question, William. Merci d'insister là-dessus parce que c'est un angle mort aujourd'hui dans les discours qu'on entend de la part des politiques et sur les médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement ce mur qui va concerner beaucoup de consommateurs, en particulier des particuliers, sur la fin des tarifs réglementés de vente du gaz, qui vont passer au prix de marché. Et là, effectivement, il va y avoir des déconvenus. Voilà. Donc, tout n'est pas dit, tout n'est pas écrit, mais effectivement, il y a une échéance qui est incontournable. L'État, quand même, prend des dispositifs parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer. Cette échéance va arriver. Ils vont quand même réfléchir, sauf que ça va encore coûter des milliards de reproposer des tarifs bloqués parce que vous aurez des industries, des entreprises qui ne pourront pas payer. Vous avez dans la ferronnerie, je prends ce genre d'industrie, qui utilise beaucoup de gaz pour faire les matériels ferreux et autres. Mais comment ils vont faire? Ils ont une facture à 5 000 – 6 000 euros par mois. Elle est passée à entre 18 000 et 25 000. Ils arrêtent. L'activité s'arrête. Voilà, donc c'est vraiment des problèmes à détailler, hein, surtout sur le gaz. Hein. Alors, il y a des questions, dans des commentaires dans le chat sur qu'est-ce qu'on fait en juin 2023 pour le gaz. Normalement, votre fournisseur devra vous envoyer une offre au tarif marché au moment de la fin des TRV pour le gaz. On est bien sur le gaz. Et il sera possible à un consommateur domestique particulier ou petite entreprise qui est concerné par la fin des tarifs réglementés de vente du gaz, d'aller choisir un opérateur de marché avec une autre offre. Vous n'êtes pas obligé de rester chez Engie. Donc il y a une vraie question. Il faut s'y attendre. Excuse-moi, Luc, j'ai encore une précision. Moi, mon contrat se termine au mois de septembre 2023. De juin 2023 à septembre 2023, je serai toujours au tarif réglementé? Oui. Non. Alors, oui et non. Parce que, en fait, ça dépend. Parce que mais tout est compliqué. Parce qu'en fait, si le contrat de William, parce qu'en fait, il n'y a pas d'échéance sur les contrats au tarif réglementé de vente. C'est des contrats sans échéance. Il n'y a pas de date, on n'a pas de date. Pas de date d'échéance. Donc, si ton contrat a une date d'échéance, ça veut dire que tu es sur une offre de marché. Ah oui, obligatoirement. Et puis, alors, ça dépend quel opérateur. Tous les opérateurs alternatifs sont sur des offres de marché. Il n'y a que les opérateurs dits publics qui sont sur des TRV. C'est pour ça qu'on a posé la question au début, c'est quelle est votre échéance de contrat? Parce que, effectivement, pour pas compliquer, il y a un certain nombre de contrats, c'est des contrats dits TRV historiques, qui sont sans échéance. Parce qu'en fait, au TRV, il n'y a pas d'échéance. Il est souscrit depuis toujours et il n'y a pas de renouvellement. Avant, on avait même des contrats duos. Hein. Les duos, c'était on pouvait faire gaz et électricité en même temps. Aujourd'hui, il n'y a même plus ça. Bon, voilà. Donc, pour résumer, il faut qu'avant le mois de juin 2023, il y ait plus de centrales nucléaires qui soient en route et que tout le monde s'achète des radiateurs électriques. Alors ça, c'est pas possible, déjà. On oublie complètement, puisque la rénovation du parc, elle va demander 10 ans, à peu près.
avec des moyens considérables. Il nous faut aussi des ingénieurs pour être à l'intérieur, et donc il manque aussi du personnel, donc ça va pas se faire comme ça. On a une dizaine aujourd'hui de centrales qui fonctionnent réellement. On nous en annonce 30 aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est pas 30. On en a 10, une dizaine. Alors, pour avancer et pour répondre à une question, il y a une question de Valérie sur les verriers, comment font-ils? Donc, alors, tout ça, vous êtes dans la catégorie professionnelle et entreprise, donc effectivement, ces opérateurs. C'est gaz, c'est pour le gaz. Voilà, c'est pour le gaz, mais électricité et gaz, tous ces gens-là, tous ces opérateurs, ces acteurs industriels ou de services sont au prix de marché, et en fonction du profil de prix qu'ils ont pris ou de leur échéance, eh ben, ils peuvent avoir un prix intéressant, ou s'ils sont en renouvellement, ou s'ils ont des prix indexés sur le marché, ben, leur prix va augmenter, etc. Et vous n'avez pas, si vous avez suivi dans l'actualité, au mois de septembre ou octobre, il y a des verriers qui ont annoncé qu'ils allaient arrêter leur flotte, leur production de verre, pour peut-être redémarrer après l'hiver. Donc là, ils vont redémarrer, mais probablement ils avaient des coûts qui aujourd'hui n'étaient pas trop élevés pour fonctionner. Il va y avoir des aides, parce que là, il y a tout un métier, des branches, des unités qui vont s'arrêter parce qu'ils ne pourront plus payer. Ça coûtera aussi cher qu'une masse salariale demain. Quand vous passez de... Là, on parle de verrerie. La verrerie, c'est des factures à 15 000 € par mois. Donc 15 000, ça va passer à 40 000, ils n'ont plus de marge. Donc, ils peuvent arrêter leur métier. Donc, ils vont se faire aider. Je vous donne l'exemple d'un industriel qui est une entreprise des matériaux de construction, petite usine où il y a 20-30 personnes. Il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai interpellé le chef d'entreprise. Je lui dis, mais finalement, j'ai posé les 3 questions que je vous ai posées. C'est quoi ton fournisseur, ton échéance et ta consommation? Il m'a envoyé le contrat. Son contrat, il m'a envoyé le contrat qui datait de 2016. Je lui ai dit, c'est parfait, c'est le contrat de 2016 avec les prix de 2016. Alors, il m'a envoyé la facture, la dernière facture, et la facture, il y avait un prix qui était plutôt pas mal, plutôt bien paramétré le contrat, sauf que l'échéance du contrat est le 29 décembre 2022. Alors, je lui dis, que fais-tu? Est-ce que tu as reçu une offre de renouvellement? Mais il m'a dit, c'est pas un problème, je suis en contrat tarif jaune. Tarif jaune, c'est les tarifs historiques qu'on donnait pour les industriels. Et je lui dis non, ça n'existe plus le tarif jaune. Il a reçu il y a 2 jours l'offre EDF. Sa facture va faire x5. Et on est chez un opérateur historique. Imaginez chez l'opérateur alternatif. C'est EDF Entreprise. Donc en fait, ça c'est la réalité des industriels. C'est très compliqué. Et c'est pour ça que vraiment le point d'attention, c'est l'échéance du contrat. J'ai posé la question à un boulanger où je vais tous les matins. J'étais quand même un peu inquiet pour savoir comment ça allait se passer. Je lui dis, mais vous faites comment? Le four, il tourne au gaz ou à l'électricité? Il m'a dit, il tourne à l'électricité. Je lui dis, mais vous avez quel prix? Parce qu'ils ont une consommation importante, ils ne sont pas forcément éligibles à TTRV. Il m'a dit, non, mais tout va bien pour l'instant. Ils avaient renouvelé leur contrat jusqu'à mi-2023 avec prix fixe. Donc il dit, nous, pour l'instant, ça va. L'année prochaine. Il faut savoir que les boulangers, il y a beaucoup de gaz. En général, ils n'ont pas que de l'électricité, ils ont 3/4 de gaz. Là, le four était à l'électricité. Donc, il faut connaître son énergie, il faut connaître ses consommations, ses échéances. Donc, les problèmes des boulangers, la fédération des boulangers et autres pâtissiers, etc., s'insurgent parce qu'aujourd'hui, la matière première, elle a monté. D'accord? Ils ont un coût de baguette aujourd'hui à 1,05 €, 1,10 €, 1,20 €. Il faudrait qu'ils la vendent demain à 1,90 € la baguette, pour revenir à l'état de marge qu'ils avaient avant. C'est-à-dire que, parce que leur facture, elle va, et le coût de molécule aujourd'hui, c'est plus le coût qu'ils ont acheté il y a 3 ans, puisqu'ils vont être en fin de contrat. Donc là, avec la perte qu'il y a avec le contexte géopolitique, vous allez avoir des facturations qui vont être complètement ahurissantes. Moi, j'ai un ami japonais, l'autre jour, on mangeait ensemble, il m'a dit que j'avais un bon coup de baguette aussi. Mais plutôt magique ou pas? Bon, on avance, monsieur? Bravo. Okay. Donc, après, on y reviendra, mais pour les professionnels, il y a un certain nombre de dispositifs et d'aides qu'on essaiera de détailler. La question, c'est 2023 pour le gaz, et on reviendra pour l'électricité. Quel tarif en 2023? Personne ne sait le dire. Parce qu'en fait, on travaille sur des marchés à terme, et là, je vous ai mis l'historique de l'indice du gaz, ce qui s'appelle le TTF, qui est le gaz tel qu'il se livre et s'échange aux Pays-Bas.
On revient sur la page du gaz, là, voilà, celle-là. Donc ça, c'est la courbe en haut à gauche. Hein. Et ben, je vous ai mis un an d'historique pour le gaz à livrer en 2023. Hein. C'est livré 2023 du 1er janvier au 31 décembre. Eh bien, il est passé grosso modo de 30-40 euros du mégawattheure il y a un an. Hein. Il est monté à des sommets. Hein. Ça a dépensé 300 euros du mégawattheure au cours de l'été et il est redescendu. Il est à peu près à 130-140. Voilà. Et on voit bien là, la petite remontée tout à droite, ben c'est en fait, il a baissé parce qu'en fait, on a une espèce d'été indien où il a toujours fait beau, hein, jusque début novembre, et après, ça a remonté. Voilà. Donc, le marché du gaz est très sensible à la météo. Quel sera le prix réel 2023? Personne ne le sait. Voilà. Et donc, effectivement, si vous avez contracté votre prix de gaz pour 2023 en mai ou en plein cœur de l'été, vous n'avez forcément pas le même prix. Le seul indice que vous pouvez avoir sur le contexte géopolitique, tout dépend du contexte géopolitique. C'est tout y est. Hein. C'est-à-dire que si ça s'arrête, tout ce qui va se passer dans les champs de l'énergie, ça va s'amortir. Et là, on va avoir quelque chose qui va se réguler et ça va aller beaucoup mieux et on aura un prix qui va descendre. Que ce soit en coût de matières premières, que ce soit partout. Mais l'énergie, là, aujourd'hui, tant que ce contexte est là, je ne vois pas à terme, on aura une sorte de plafond comme ça ne bougera pas, ça peut monter, mais ça ne descendra jamais. Alors, vous avez sur la courbe en bas à droite, hein, et ça, c'est établi par un organisme qui s'appelle la Commission de régulation de l'énergie, qui effectivement, la CRE, qui calcule le tarif réglementé de vente du gaz. Et on voit effectivement, en fonction d'un certain nombre de paramètres, détermine le prix du gaz. Et on voit la courbe horizontale, hein, qui devient horizontale, c'est avec le gel des prix du gaz qui a été décidé par le gouvernement. Donc, ça a augmenté, mais ça a moins augmenté que ça aurait pu augmenter. Donc, voilà. Donc, la question, c'est qui paye la différence? Je n'ai pas la réponse. Donc, c'est fait partie des paquets qu'a décidé le gouvernement, hein, pour des aides sur l'énergie. On parle de 100 milliards sur plusieurs années. En Allemagne, ils ont décidé de 200 milliards, hein, pour l'ensemble des aides particuliers professionnels. Et certains disent, oui, mais les 110 milliards annoncés par la France, ça va plutôt être 170 milliards. Donc, il y a vraiment des vraies questions. Et tout ça dépend de nos consommations. Tout ça dépend aussi de nos prix de marché. Alors, je mets quand même une parenthèse. Il ne faut pas que les gens s'alertent sur leur façon de chauffer, sur ceci ou cela. Faut chauffer moins, faut ceci. Notre dépense, elle ne vient pas que de là. Hein, vous avez des grands bâtiments aujourd'hui dits publics, les HLM qui sont livrés au gaz, qui aujourd'hui coûtent un prix infini, puisque ça coûte très cher en gaz. Et déjà, on ferait bien d'améliorer tous ces grands bâtiments, d'accord ? Vous avez des dépenses énergétiques, la rénovation n'est pas faite, thermique, et on demande encore aux particuliers de faire beaucoup d'efforts alors qu'ils en ont déjà fait beaucoup. Les particuliers, oublions pas, c'est des professionnels, hein, quand même, de base. Donc ça, c'est pour le gaz. Voilà. Et même si aujourd'hui, pardon, pour terminer sur le gaz, hein, quand on parle de 2023 des prix de marché à 140, on est quand même bien au-delà de ce qu'on avait pour la même période il y a un an en termes de niveau de prix. On parle de 40 et on parle de 140. Voilà. L'électricité, c'est de la même façon, il y a un facteur de plus, hein, parce qu'en fait, on parle d'électricité, il y a ce qu'on appelle le peak load ou le base load, hein, et on a parlé d'électricité qui était montée à plus de 1000 euros du mégawattheure. Donc là, je vous ai mis pour le coup l'électricité pour le mois de décembre 2022. Hein, et de la même façon, vous pouvez avoir de l'électricité, des courbes de marché pour 2023 par trimestre ou par mois. Voilà, vous voyez, ben, c'est à fait, quand on regarde, hein, c'est passé de 100 à c'est monté à un certain moment peak load, hein, donc c'est des heures de pointe, hein, c'est la journée comme on est là aujourd'hui, jusqu'à 3000 euros sur le prix de marché, et puis c'est redescendu à un peu moins de 1000, on parle de 700-800 euros du mégawattheure pour le mois de décembre. Alors pourquoi c'est monté dans ces proportions-là? Parce qu'il y a deux paramètres, hein, comme le disait Eric, il y a la disponibilité du parc nucléaire, et puis après, ben, quand il faut produire de l'énergie, on démarre des modes alternatifs, et le prix de marché est déterminé par ce qu'on appelle le coût marginal de production, c'est-à-dire le coût du dernier kilowattheure produit. Et ben, le coût qu'on démarre aujourd'hui, avant c'était le charbon, hein, qu'on démarrait en dernier. Comme le prix du gaz est repassé au-dessus du prix du charbon, c'est les centrales à gaz qu'on démarre en dernier.
comme on a vu que le prix du gaz était beaucoup plus cher, le prix d'électricité qui est produit au gaz est plus cher et donc le marché part dans les sommets. Donc on est passé de 100 à 800. Sur 2023, on parle de prix qui sont d'ordre de 400 à 500. À tel point que la CRE, on y reviendra, a diffusé des référentiels de prix. Ça, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, a diffusé des référentiels de prix à destination des professionnels pour savoir où se positionner sur les offres. Voilà. Alors, à combien vous avez votre offre? Et effectivement, après, ça dépend de la combinaison de ce qu'on appelle l'AREN, qui est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. C'est une part de la production de l'électricité nucléaire qui est produite, qui est vendue par EDF à 42 € du mégawattheure, qui se vendent à eux-mêmes ou à d'autres opérateurs de marché, et le prix du marché. Donc, vous n'avez pas forcément un prix qui va être de 500, de 800, mais de la combinaison des deux. Donc, vous pouvez avoir quelque chose d'un petit peu plus faible. Et ça dépend du moment si le marché est tendu ou pas, au moment où vous avez votre offre. Et de la même façon, la Commission de régulation de l'énergie fait un suivi des tarifs pour déterminer le plafond, le bouclier tarifaire pour les particuliers en euros du mégawattheure. Vous avez vu que là, voilà, c'est toujours des bases. Là, c'est pour le coup, c'est en euros du mégawattheure. Bon, c'est passé. On était dans les 120, 130. On est passé à 160. Voilà. Donc il y a un pic, mais on va retrouver le fameux 15% dont on a parlé. Voilà. Le pic, il est à janvier 2022, là. Oui, parce qu'en fait, ça a remonté janvier et ça va remonter encore. Voilà, mais c'est toujours publié un peu après. Donc alors pourquoi ça augmente? Parce qu'on a des périodes d'hiver qui sont très denses et dans les zones d'achat et sur les réserves AREN, on a toujours des pics à ces périodes-là. Et de façon intéressante, vous voyez sur la courbe là, c'est une courbe longue période, et donc l'arrêt des tarifs jaunes et des tarifs verts pour les professionnels qui est aux alentours de 2016-2017. Voilà. Ah, mais je me souviens très bien d'avoir géré ces fins de tarifs jaunes et verts. Pourquoi en janvier 2022 ça a augmenté? Et parce qu'en fait, c'était le bouclier tarifaire a été mis en place en fin 2021, donc il y a eu une première hausse et il y aura d'autres hausses qui vont venir. Et qui auraient été beaucoup plus importantes. Vous vous souvenez des courbes qu'on avait vues au mois de le premier article que je vous ai mis, ou dans la première page, où déjà en septembre 2021, le prix d'électricité de gros avait augmenté. Et c'est ça qui est pris en compte avec d'autres paramètres par la CRE pour déterminer les tarifs réglementés de vente. Donc en fait, là, on est au cœur du problème, mais le problème, il était latent depuis au moins plus d'un an. Tout ça pour vous dire, c'est forcément beaucoup plus complexe que ça. On a essayé de le simplifier au maximum. Je suis désolé s'il y a des spécialistes dans la salle, ils vont pouvoir me taxer d'avoir fait des raccourcis et des approximations. Mais effectivement, quand on parle d'électricité, on peut y passer des journées et des journées. Tout ça pour dire qu'il y a un tarif de gros, il y a des offres pour les professionnels qui sont la combinaison du tarif de gros et de l'AREN, et il y a la CRE qui détermine les tarifs pour les particuliers dans le cadre du bouclier tarifaire. Alors, il fallait savoir quand même sur la zone euro, on était, il y a quelques années, à peine 2 ans, on payait 35% moins cher que tous nos pays frontaliers, dont l'Angleterre qui n'est pas frontalier, mais on payait. Vous aviez en Allemagne, ils étaient livrés au charbon, ils payaient très très cher, ils avaient des dégagements de CO2 terribles. L'Angleterre, pareil. Et là aujourd'hui, on se retrouve en France à avoir des prix de marché comme la zone européenne. Pareil. C'est ce qui va se passer, c'est la réalité. Avant, on payait 35% moins cher. Maintenant, on va être au tarif de l'Europe. Et en plus, vous allez avoir de plus 15. Donc, ce qui fait, pour moi, on est presque à 40-45% d'augmentation. Moi, j'éteins la lumière de mon studio. Je pense que tu peux faire ça. Voilà, il n'y a pas beaucoup de différence, mais je vais économiser un petit peu. C'est le slogan « J'éteins, je décale, je réduis ». Comment ? C'est le slogan « J'éteins, je décale, je réduis ». Voilà. On passe à la suivante, si on peut avancer. Donc voilà. Après, on va essayer de voir ce que ça donne sur une facture. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on paye. Donc là, je vous ai reproduit pour l'électricité une facture, vous l'aurez reconnue, je ne l'ai pas mis, mais c'est l'opérateur national historique d'électricité. Et j'ai essayé de vous mettre dans des cases en rouge ce qu'on peut y retrouver. Voilà.
Et donc, quand j'ai dit qu'il y avait 3 parties dans une facture, bah forcément, bah, c'est pas complètement exact. Parce que ici, vous avez la partie qui est en haut à droite, hein, vous avez la partie fourniture, où bah, vous avez l'abonnement et la fourniture d'électricité, où tout est un peu mélangé. Quand on dit l'abonnement, bah, c'est pas franchement l'abonnement qui est touché par le fournisseur, mais c'est l'abonnement qui est de distribution, hein, qui est reversé à Enedis. Voilà. Donc, vous voyez, dans le prix qui est indiqué, bah, il y a une part qui est reversée au gestionnaire. Donc déjà, ça, c'est compliqué à comprendre parce qu'en fait, bah, quand vous essayez de retrouver votre vrai prix uniquement de l'électron, bah, vous ne savez pas parce qu'il y a une partie à la fois qui est fixe et à la fois qui est variable, qui est redistribuée au gestionnaire. Parce que l'abonnement pourrait être quand même dans la deuxième partie, presque. Exactement. Voilà. Donc, ici, ben, on a effectivement la fourniture, la part distribution, fixe et variable, parce que, mais qui est incluse. Vous avez des taxes, hein, et puis là, dans ces cases, vous avez les taxes et les contributions, hein, CSPE, taxe communale sur la consommation finale d'électricité, contribution tarifaire d'acheminement, je m'aperçois que j'avais oublié dans le tableau de la première page. Vous avez la période, vous avez l'assiette, vous avez les calculs, etc. Et puis vous avez immanquablement la TVA en bas avec 2 assiettes de TVA, 5,5 ou 20% suivant ce sur quoi ça s'applique. Voilà. Donc, vous voyez la lecture d'une facture, et puis ben, vous verrez, bon, on va passer au gaz, mais quand vous comparez une facture d'électricité, ben, si EDF est fait d'une façon, Engie va les faire d'une autre façon, un troisième va le faire encore d'une autre façon. Et donc, quand vous avez plusieurs factures, pour les comparer, c'est pas du tout évident. Donc, comparer un prix d'électricité, si vous voulez savoir si votre voisin a un prix plus intéressant ou moins intéressant, ben, ça va être difficile parce qu'il faut après trier les chiffres. Et là, je vous ai mis une facture simple, hein. Il y a effectivement des factures dès l'instant où vous êtes au-dessus de 36 kVA pour des professionnels. Vous avez des facteurs, hein, sur la formule tarifaire d'acheminement en fonction de votre profil de consommation qui sont beaucoup plus complexes dans les calculs où des fois il peut y avoir des erreurs. Si on passe au gaz, qui est juste après, voilà. Donc ça c'est, je ne sais même plus quel opérateur j'ai pris. Là, ce qui est intéressant, c'est que on vous donne les index, hein, avec des volumes consommés, le coefficient de conversion dont on a parlé, et vous avez des mégawattheures. Voilà. Vous avez l'abonnement, hein, qui est voilà, les consommations qui est en mégawattheure en haut. Voilà, on parle en mégawattheure et non pas en kilowattheure. Voilà. Vous avez un prix qui est de l'euro hors taxe en mégawattheure. Voilà. Bon, là, ce fournisseur, il est en gaz à... Il est passé, voilà, hein, comme ça, d'un seul coup, de octobre-septembre, pas de août-septembre-octobre, de 116 € du mégawattheure à 223 € du mégawattheure. Le prix unitaire. Ça a fait x2, hein, de août à octobre. Donc, voilà. Là, en l'occurrence, le tarif est indexé sur un index qui est publié aussi par la CE1, qui est le dit B2I. Voilà. Vous avez les prestations gaz et GRDF, hein, qui est l'allocation du compteur, l'allocation de l'armoire. Voilà. Donc ça, c'est encore des coûts qui viennent en plus. Il faut toujours faire un peu attention à ce qu'on signe quand on change de compteur, quand on fait une nouvelle installation. Puis après, vous avez les fameuses taxes, hein, TICGN, CTA, là, il n'y a pas de C2E, et puis la TVA, et pareil, il y a des la TVA à 5,5 ou la TVA à 20%. Voilà. Et donc, voilà, c'est quelques trucs et astuces, hein, pour repérer, essayer de décrypter sa facture et comprendre ses paramètres. Et je vous invite à le faire, à essayer de comprendre, à s'habituer. Pas à faire tous les jours parce que sinon vous aurez un petit peu mal à la tête. Mais c'est important parce que finalement, c'est des sommes qui ne sont pas négligeables et qui le seront de moins en moins. Donc une fois qu'on a dit tout ça, vous voyez bien que entre des index qui sont relevés, des coefficients de conversion, des taxes qui s'appliquent, eh bien, il peut y avoir des litiges. Et c'est là la question, c'est comment on s'y prend. Eric. Alors, quand vous avez un litige, aujourd'hui, c'est toujours un litige avec un opérateur, quel qu'il soit. Alors, ça peut être un opérateur alternatif, ça peut être le litige avec l'opérateur historique, ça peut être un Engie, ça peut être un EDF. Et aujourd'hui, vous allez recevoir, par exemple, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une percée, pénalité de rupture de contrat. Parce que vous avez choisi un autre opérateur entre-temps, la date d'anniversaire n'était pas la bonne, et l'opérateur historique a décidé de vous
de vous proposer une pénalité que vous allez subir et vous serez obligé de payer. Alors, jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait personne qui s'occupait de ce genre de cas en France. Vous pouvez, alors vous en tant que particulier ou professionnel, quand vous avez un problème, un litige de facturation, vous pouvez aller, vous avez deux moyens pour vous retourner. C'est vous retourner vers les opérateurs, essayer de trouver une solution à l'amiable. Et en général, c'est très compliqué parce que chez certains opérateurs, les back-office sont gérés à l'étranger. D'autres, ils sont débordés, la décision finale ne se fait pas. Et en général, ils restent sur leur socle. Donc, il n'y a pas de possibilité de négociation. Après, vous avez la possibilité de faire intervenir ce qu'on appelle le médiateur de l'énergie ou le médiateur des entreprises. Alors, le médiateur de l'énergie, c'est tout ce qui est inférieur à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous pouvez le saisir et lui expliquer la situation en lui donnant la possibilité de compulser les factures, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le cas. Et lui, il va donner son avis. En fonction de cet avis, il va revenir à l'opérateur et l'opérateur devra prendre une décision. Il y a aussi la possibilité de saisir, ça c'est le médiateur de l'énergie, mais saisir aussi le médiateur de l'opérateur. Chaque opérateur a un médiateur, à part les petits opérateurs alternatifs. Chez Total, vous avez un opérateur. Chez EDF, vous avez un médiateur. Chez EDF, vous en avez un. Chez Engie, vous en avez un. Sauf que il s'occupe de pas grand-chose. C'est un vrai problème, c'est que ça avance pas, les dossiers, ça change rien. Vous pouvez les faire intervenir, mais dans les situations que j'ai pu vivre entre 2019 et 2021, tous les dossiers que j'ai pu gérer, j'en ai géré quelques-uns, ont eu des difficultés, avec les médiateurs historiques, EDF. Moi, j'ai un back-office chez EDF où je saisis le médiateur et je vais avoir 50 réponses sur 10 mois pour arriver au bout à me dire on fait rien. Bien. Donc ça, c'est pas possible, c'est une perte de temps. Les médiateurs, c'est compliqué, ils ont un siège un peu politique et ils font de la médiation, alors que dans l'efficacité réelle, qu'est-ce qui se passe après? Vous avez le client qui va être spolié parce que c'est pas de la consommation. Parfois, vous avez les litiges de facturation qui sont liés à une rupture de contrat parce qu'il y a un accord commercial avec un commercial qui a fait chevaucher une date d'anniversaire, par exemple, et vous avez l'opérateur historique qui vous dit vous devez payer 10 000 euros de litige de facturation. C'est dans mes conditions générales de vente. Voilà. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes l'otage de ça. Donc moi, la particularité de mon métier, c'était aujourd'hui de trouver l'axe nécessaire, de pouvoir aller concilier avec les opérateurs. C'est-à-dire que moi, je gère aujourd'hui la partie conciliation en leur disant, voilà, c'est quand même pas de la consommation, c'est une pénalité, il faut faire quelque chose. Et en général, tous les dossiers à 95% sont conciliés quand ils sont entre mes mains. Donc ça veut dire qu'il y a une place pour notre métier de conciliation, puisque la médiation est tellement longue, vous passez des heures pour rien. Voilà. Donc concilier. Et si la conciliation ne se fait pas, et ça peut arriver, je fais une action au tribunal. J'ai un avocat que j'ai formé, qui est formé en énergie et qui va proposer effectivement d'intervenir quand vous avez une situation avec un huissier. Ça peut arriver. Je ne sais pas si vous avez des cas. Vous pouvez les exposer, par exemple, avec une injonction de payer pour un montant X. Qu'est-ce que vous faites derrière? Vous avez un peu peur, vous allez payer. Donc, nous, on propose justement d'aujourd'hui de se battre pour expliquer que ce n'est pas forcément de votre faute. Vous avez des clients qui sont peu scrupuleux, qui ne payent pas leurs factures, d'autres qui payent leurs factures et qui se retrouvent avec des indices incroyables, des pénalités incroyables. Donc, ces gens-là, il faut les défendre. Ça, c'est un peu notre métier. Le métier aussi de Luc, d'aller en amont et de traiter des dossiers. Alors, pour la particularité, si vous allez sur le slide, vous allez voir que en proportion, en 2021, là, aujourd'hui, je suis à plus de 350 cas. Là, en 2021, il y a des chiffres quand même qui parlent. Il y a les non-respects du contrat initial, la confusion parfois entre des consos estimés et des consos réels. Vous allez vous retrouver sur des factures, vous voyez souvent, vous avez des petits E, et des R. Le E, c'est l'estimé, et R, c'est un réel. Vous vous rendez compte que parfois, sur certains compteurs, c'est impossible, ces indices-là. Un C4 est toujours en réel. J'ai vu sur des factures de l'estimé. Ça veut dire qu'ils prennent de l'N-1
pour pas s'embêter, je ne sais pas comment ils gèrent leur consommation, et vous avez le reporting sur des factures. Donc ça, c'est assez embêtant. Donc j'ai vu des cas quand même assez incroyables. Et vous avez des opérateurs aussi qui sont peu scrupuleux, étrangers, qui présentent des factures avec des erreurs et de consommation monstrueuses. Donc voilà. Donc il faut être en alerte. Donc nous, ce que l'on fait, on demande toujours un état de consommation pour savoir ce qui s'est passé. Ce qu'on peut appeler des courbes de charge, par exemple, des points minutes qu'on va faire pour des compteurs, pour savoir quelle a été la consommation. Et on se rend compte que parfois, la facture demandée, la demande de l'opérateur en me disant « Ah ben voilà, vous devez payer, je dis n'importe quoi, 15 000 €, vous avez oublié parce qu'il y a une régule de facture de fin d'année », c'est pas du tout ça. C'est pas la consommation, mais là, il faut aller dans le fond. Il faut aller ou chez GRDF pour avoir ce qu'on appelle, il y a une base qui s'appelle Omega, et pour l'électricité, c'est SGE. Voilà. Ça, c'est pour les petites histoires. Donc voilà, le conciliateur, les médiateurs servent à quelque chose. Ils gèrent beaucoup de dossiers, mais dans la protection initiale de chacun, aujourd'hui, les litiges ne sont pas gérés. 45% des problèmes de facturation en France en 2021, c'était Engie qui les avait. 45%. Total va arriver à peu près au même problème. Parce qu'une mauvaise commercialisation, quelque chose qui était un petit peu trop commercial, et parfois, il y a des gens qui n'ont pas été très contents. Quand vous aviez d'époque, vous avez du Spring, Total Spring, qui était vendu aux particuliers à des prix parfois insensés. Bon, voilà, c'est pas très bon pour l'image. Vous avez d'autres opérateurs comme Eni aussi, des opérateurs italiens qui ont proposé des offres et qui étaient incapables de gérer leurs problèmes de facturation. Et je ne parle pas de Direct Énergie qui a été avalé par Total, qui avait 5 milliards de dettes. Voilà, donc les opérateurs, c'est un monde particulier, assez chaotique, qui est lié maintenant à un coût de l'énergie très compliqué. Dans le métier où j'étais, le courtage, le monde du courtage s'est arrêté complètement. Les opérateurs gâtent leur parc, ils essayent de vivre à peu près ce qu'ils payent aujourd'hui et ce qu'ils vont faire payer la facture aux particuliers ou au consommateur final, voire le professionnel. Donc voilà, les chiffres parlent. Aujourd'hui, on peut gagner des dossiers devant les tribunaux. Pour la petite histoire, je ne sais pas si derrière il y a des. Est-ce on doit avoir un cas ou deux? Si on peut les expliquer, voilà. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, un problème, une injonction de payer sur c'est ce qui s'est passé pour ce cas, pour une blanchisserie. Il y avait une modification de site, une modification de tarification en raison d'une surconsommation. On est passé de 840 mégawattheures contre une consommation réelle à 350. Donc, vous avez l'opérateur, je peux le dire, je vais le nommer parce que c'est Gazprom, c'est l'opérateur russe, donc on peut en parler, que j'ai assigné au tribunal parce que c'est pas du tout la consommation réelle. Ils ont pris de N-1, ils ont facturé, ils ont envoyé une injonction de payer avec 4 huissiers différents, jamais vu ça. Donc là, il faut protéger le client. Là, il faut prendre un avocat, il faut aller devant le tribunal et expliquer ce qui se passe. Bien évidemment, ça, c'est une décision de justice qui sera, on le souhaite, en notre faveur, vu les problèmes de Gazprom, plus d'éligibilité en France, ils ne peuvent plus vendre, hein, quand même. Hein. Si demain, vous avez une approche de Gazprom, c'est interdit. L'Europe interdit cet opérateur. Donc voilà, après, on a fait une mise en état, on a protégé ce client. La mise en état permet effectivement de contrer la demande du fournisseur en disant, voilà, vous devez payer tant. Il avait à peu près, il avait 7 840 € de pénalité, donc, et j'en passais des meilleurs. Enfin voilà, on avait vraiment des vrais problèmes. Et là, maintenant, c'est un dossier qu'on a gagné au tribunal. Voilà. Avec les dommages et intérêts, les dommages collatéraux, parce que bien évidemment, un engagement d'avocat, il faut le payer, même si on ne le paye pas trop cher. On a un avocat fédéral aujourd'hui qui fait des missions qui pourraient être pour William d'ailleurs, hein, si tu as besoin d'un avocat pour te protéger, par exemple. Donc voilà, qui fait des missions qui permet effectivement d'avoir un coût moindre, vous payez moins cher, et au final, vous gagnez. Donc ça, c'est important. Juste pour bien préciser, là, sur le slide, quand on écrit
Puis en 15 décembre 2020, injonction de payer, etc., signifiée le 28 janvier 2021. Puis opposition faite par le client. C'est la mise en état. Le client, c'est qui? Le client, c'est la blanchisserie. D'accord, donc le client. Donc je sais pas ce que le 19 juillet 2022, appel de la décision par le client. Non, mais c'est lui. Donc en fait, c'est le client lui-même qui a fait un appel parce qu'en fait, on n'avait pas tous les dires en même temps. Donc je vous donne la chronologie. En fait, il y a une assignation. Après, la condamnation qui est faite. Après, on fait un appel à la décision. Et derrière, on fait dans la mise en état, on va expliquer tout ce qui se passe. Pour l'instant, il n'y a pas de. On a fait des reports avec les avocats. Gazprom aujourd'hui ne veut pas se présenter. Ils n'ont pas de documents. Ils ont juste leur pièce en disant faut payer. Oui, mais on paye sur quelle base? On paye sur une base de consommation réelle, pas une consommation estimée. Donc là, le juge va juger. Il y a un appel qui a été fait par la partie adverse. C'est un avocat. Il paye des avocats très chers d'ailleurs pour perdre, parce que c'est un dossier qu'ils vont perdre. Voilà. Et on le souhaite très fort, hein, vivement. Hein. Mais quand c'est pas là, vous voyez, là c'est un problème là on voit il y a une surconsommation faite, enfin un indice de consommation très élevé, alors que il faut savoir que à cette période-là, c'était la période où il y avait très peu de travail. Donc là, vous avez la société BVPI, cette société de blanchisserie, qui a arrêté, qui travaillait à 60% en moins. Donc bien évidemment, sa facture elle a diminué. Alors, comment on peut faire payer à quelqu'un une consommation de N-1, sachant que c'est des compteurs communicants? Il faut m'expliquer. En plus, vous avez un client qui fait ses reports au papier, donc il est super droit. Donc, vous voyez, donc là, c'est vraiment, on a un problème d'opérateur. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On peut saisir. Il a interpellé l'opérateur, ça n'a rien fait. Le médiateur, je l'ai interpellé, ça n'a rien fait. Ben, il faut aller au bout. Parfois, il faut aller au tribunal. Et au tribunal, on peut se défendre. D'accord, donc en fin de compte, hein, dès que… Et ça prend du temps, hein, parce que là, on est sur une opération… ça met un temps infini, mais bon, si vous voulez, c'est à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut faire? On fait une église dans un monde chaotique, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti de chez Total justement pour faire ces missions-là et aider le médiateur national de l'énergie qui déborde. Hein. Là, il va déborder de dossiers. Là, dans sa saisie, ça va être compliqué. Donc en cas de litige, on appelle la FFCEG. Voilà, vous pouvez en off, vous verrez mes coordonnées et celles de Luc. Si vous voulez avoir des informations et être protégé, on prend en cas votre problème et on essaie de trouver des solutions adaptées. Très bien. On passe à l'autre slide. Alors, ça on l'a vu. Bon, après, voilà, si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez au sujet, mais il faut savoir que depuis quelques semaines, quelques mois, il y a beaucoup d'efforts par des opérateurs publics, hein, des acteurs publics, pour mettre à disposition des informations. Et je vous donne quelques exemples de ce qu'on peut trouver. Le médiateur des entreprises a publié, mais c'est pas plus tard qu'il y a moins d'une semaine, ce qui s'appelle la checklist énergie. 10 questions à se poser sur son contrat et sa facture. Voilà. Vous avez le site de la Commission de régulation d'énergie qui donne des références de prix pour les PME et les collectivités territoriales. Vous avez aussi des suivis sur les TRV, les allocations ARENH, on y reviendra, hein, c'est la part de prix à 42 € du mégawattheure de l'énergie nucléaire. Vous avez quelque chose qui a été sorti récemment, hein, c'est le truc qui s'appelle EcoWatt, c'est la météo d'électricité par RTE, qui va justement donner une information sur l'état de tension du réseau électrique. Vous avez le site Énergie Info, qui est du médiateur national de l'énergie, hein, dont parlait Eric tout de suite, avec des comparateurs de prix pour les particuliers et les professionnels. Donc, ça vous permet d'avoir des référentiels de prix. Vous permet, voilà, comme le disait Eric, il y a une plateforme qui s'appelle Solène pour gérer les litiges des particuliers. Il y a aussi une liste de fournisseurs pour les professionnels. Il y avait une question de Muriel sur le chat. Justement, comment on fait pour trouver des fournisseurs dans certaines zones? Vous avez des listes de fournisseurs si vous n'arrivez pas à avoir des offres. Et encore plus récemment, il y a eu une charte d'engagement signée par un certain nombre d'acteurs, d'opérateurs et d'associations de fournisseurs pour des engagements, hein, des engagements de ces opérateurs et de ces acteurs pour aider les consommateurs à faire face à la crise énergétique. Donc la bonne nouvelle, hein, et pour l'instant, je ne vous donne que des informations sur des acteurs publics. Hein. On ne fait pas de publicité pour des acteurs privés ici.
Voilà, c'est vraiment, on ne peut pas dire que les acteurs publics, hein, les ministères, les administrations, les agences ne font rien, ils font d'énormes efforts. Peut-être on pourrait espérer que des fois ce soit un peu mieux synchronisé, coordonné, parce que pour compiler sur une page ces 5 types d'informations, il faut les chercher dans plein d'endroits, hein. Donc c'est pas toujours simple de s'y retrouver, mais il y a une vraie volonté d'aider les particuliers, les professionnels. Pour aller plus loin, il y a aussi des aides pour les professionnels, hein, et de façon synthétique. Vous avez ce qu'on appelle, il y a une aide sur la fiscalité, hein, c'est la baisse de la TICFE, hein, c'est la taxe intérieure sur la consommation et la fourniture d'électricité. Il y a l'allocation ARENH, hein, qui est la quantité d'énergie nucléaire qui va être vendue par EDF à 42 € du mégawattheure. Il y a le fameux bouclier tarifaire qui s'applique pour les TPE de moins de 10 salariés et 2 millions de chiffre d'affaires, on l'a vu. Donc, c'est maxi 4% en 2022, maxi 15% en 2023. Et un dispositif qui est nouveau, hein, dont on a entendu parler récemment, qui est le système qui va s'appeler l'amortisseur d'électricité pour ceux qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire. Voilà. Il faut quand même savoir que ce amortisseur, il va se déclencher si votre prix de contrat, hein, signé ou en cours de renouvellement, est supérieur à 325 € du mégawattheure. Donc, jusqu'à 325, vous avez droit à rien. Et après, il se met en place avec un plafond. Hein, c'est 25% d'aide sur le prix au-delà de 325 € du mégawattheure jusqu'à un plafond de 800. Il va y avoir un guichet, hein, qui va être mis en place pour pouvoir faire fonctionner toutes ces aides. Voilà. Donc, si vous êtes concerné, vous êtes dans la partie de droite, hein, vous êtes concerné par l'amortisseur électricité, ça va s'appliquer pour 2023. Il faut être vigilant parce qu'effectivement, c'est capé, hein, et les premiers sont les servis. On est servi en premier. Et il y a peut-être pas de place pour tout le monde. Sont les mieux servis. Les premiers sont les mieux servis. Il y a peut-être pas de place pour tout le monde. Voilà. Alors, il faut savoir quand même qu'en ce moment, j'entends quand même des voix où EDF refuse des clients. Ils refusent pour plein de raisons. C'est que comme il n'y a pas suffisamment d'énergie, il n'y a plus de réserve à Rennes, il va y avoir des gens qui vont être ça va être très compliqué de pouvoir les livrer. Bon, ça a été une période. Est-ce que c'est une fausse rumeur? Je l'ai eu par 2-3 personnes qui ont essayé de faire. Alors, c'est pas partout, c'est dans certaines régions. Voilà. Donc, faites bien attention aussi avec vos contrats. Après, on a un autre aspect qui est dont on a assez peu parlé, c'est finalement essayer de consommer moins. Hein, donc, il ne m'appartient pas de juger s'il faut mettre à 18, 19, 20, mais dans un certain nombre de cas, on peut avoir des aides pour la rénovation énergétique. Et donc là, je vous ai listé les aides qui sont affichées sur le site du ministère de l'économie et des finances. Alors, c'est un peu une liste à l'après-vert. Hein. Vous avez MaPrimeRénov' Seniorité, les échos, les prêts à taux zéro, les coups de pouce énergie, les chèques énergie, la TVA réduite, des aides C2E, etc. Et ce n'est pas une blague. Hein. Juste une demi-heure avant de me connecter pour le webinaire, j'ai eu du démarchage téléphonique pour MaPrimeRénov', le bureau d'études énergie qui est en partenariat avec le gouvernement pour MaPrimeRénov'. C'était forcément du démarchage abusif, etc. Et il y a un vrai enjeu, hein, parce qu'il y a eu les démarchages pour tel ou tel truc, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de démarchages, pas forcément très licites et très légales, sur de la rénovation énergétique. Alors. Et il y a, après je te laisse, il y a, pour s'informer, l'Agence nationale d'information du logement, France Rénov', l'ADEME, l'Agence nationale du habitat. Ça, c'est des organismes publics qui vous donnent beaucoup d'informations. Alors, pour toute la partie rénovation de bâtiments, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Vous avez des acteurs frauduleux, hein, qui se permettent d'être dits éligibles et montent des systèmes embarqués. Alors, ça peut être la photovoltaïque, ça peut être la pompe à chaleur, tout ce que vous voulez, et qui proposent des tarifs parfois exorbitants, avec pas de suivi du tout. J'ai eu des cas en photovoltaïque où il n'y avait pas d'onduleur. Vous avez la personne a payé 30 000 € pour pas avoir pour rien avoir, juste des panneaux sur son toit et c'est tout, pas connecté, rien du tout. Donc il y a un moment donné, il faut savoir, par exemple, la photovoltaïque, c'est particulier, il faut avoir un ensoleillement.
D'abord, il faut avoir de la surface, il faut avoir un appareillage digne de ce nom, c'est-à-dire fait par un organisme agréé, par les ministères ou par des opérateurs, je précise des opérateurs sérieux. Vous n'en avez pas beaucoup, vous avez EDF qui le fait très bien, Total le fait très bien, Engie le fait très bien, ils ont des partenaires opérateurs. Tout ce qui est en dehors de ces champs de périmètre, faites très attention parce que c'est un marché qui est devenu douloureux. On en voit un peu dans l'audiovisuel, chez TPMP ou autres, des gens qui se sont fait un peu escroquer de partout. Donc, vous pouvez avoir des aides, avoir un dispositif, mais prenez des dispositifs qui sont associés, pourquoi pas, à des contrats d'opérateurs. Parce que souvent, par exemple, chez Total, ils travaillent beaucoup la mailbox, une situation sur l'électricité, comment on vous rechargez chez vous. Donc, ils ont travaillé un système embarqué là-dessus. Ça marche très bien. Mais jusqu'à quand? Puisque l'électricité, voilà, il faudra déjà en avoir. Demain, les batteries 2025, on pourra parler de ces sujets-là. Moi, je n'y crois pas un seul instant. Voilà, tout le monde dans l'électricité pour la voiture. Le thermique n'existe plus, William. C'est fini, la grosse voiture. Terminé. Je n'ai plus de voiture thermique. Voilà. Donc là, c'était pour la partie rénovation. Voilà, dans les rénovations, vous avez beaucoup de choses. Il faut savoir, vous avez des bâtiments aujourd'hui qui sont en train de s'écrouler, beaucoup de bâtiments publics qui ne sont pas rénovés. Si on les rénovait, ça ferait descendre la facture d'électricité. Des remboursements, des aides d'État sont disponibles. Il y a beaucoup d'organismes qui devraient s'inspirer des Allemands. En France, on a un parc qui est à rénover et qui coûte très, très cher, dû à la situation de l'énergie aujourd'hui, à la facture, hein, parce que le coût de molécule est trop cher. Il serait temps qu'on rénove nos bâtiments. Pas que le particulier. Hein. Le particulier, ce n'est pas que ce cas-là. Voilà. Il y a les professionnels, il y a les bâtiments publics qui coûtent beaucoup d'argent, ils ne sont pas rénovés. D'autres aides? D'autres aides, pour terminer sur le panorama des aides, hein, vous avez ce qui s'appelle, et là c'est publié sur le site du ministère de l'économie et des finances, hein, l'appel à projet industrie zéro fossile. Voilà. Il y a 150 millions d'euros qui a été voté pour des projets chaleur bas carbone, efficacité énergétique et décarbonation des procédés, déploiement rapide de la décarbonation en industrie. Et quand je disais, ben voilà, les premiers sont les mieux servis, hein, comme on disait, là, sur cette partie-là, seul le volet 3 est encore ouvert. Les volets 1 et 2 sont déjà fermés, sont en train d'étudier les dossiers. Voilà. Donc, il faut aller des fois assez vite sur les dossiers. Et voilà, voiture balai, un peu, c'est le prêt à taux bonifié résilience, hein, pour tous ceux qui n'ont rien eu, ni PGE, ni de solution de financement. Vous avez un taux bonifié résilience, voilà, qui faut s'adresser au commissaire à la restructuration dans les régions. Voilà. Donc il y a plein de dispositifs. C'est un peu une liste à l'après-vert. Je le concède. C'est pour vous dire, il y a des choses, il faut se renseigner, mais on peut pas dire qu'il y a rien. Voilà. Et alors, dans la zone d'accompagnement de l'appel à projet Industrie zéro fossile, 150 millions d'euros. Ils ont déjà booké les dossiers. Ouais. Je ne sais pas si on imagine quand même les gens. On donne des dispositifs pour que ça s'arrête. Il n'y a plus de place, on ne peut plus vous prendre, monsieur. Tu viens avec ton dossier, tu as fait toute la démarche. Là, aujourd'hui, on a des dizaines de personnes qui s'accrocheraient. Pourquoi? Parce que l'enveloppe est trop basse. Ouais. Ils avaient qu'à mettre une enveloppe peut-être un peu plus importante pour que les gens puissent travailler le volet 1 et 2. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Enfin, voilà. Et c'est tout comme ça. Bon. C'était la parenthèse. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Il y avait autre chose? Non, j'ai juste pour la fin une page un peu c'est le takeaway, mais on peut peut-être prendre des questions. Takeaway. Allez. Le takeaway. Ah bah ça y est, il est anglophile. Alors là, ça va pas plaire à beaucoup de gens, ça. Hein, ici. Non, mais la question c'est avec quoi on repart. Et en fait, moi je vous propose 3 actions. Hein. Enfin, on vous propose 3 actions. C'est mieux consommer, c'est-à-dire faire des bilans énergétiques, optimiser ses utilisations. C'est moins consommer, c'est-à-dire à ISO consigne, hein, c'est contrôler les consommations, faire la maintenance des installations, c'est-à-dire entretenir, avoir des contrats de maintenance, avoir des gestions techniques de bâtiments. Hein. Il y a des obligations sur les
gestion technique de bâtiment. Et effectivement, vous pouvez ajuster, vérifier vos consignes de température. Mais même en allant au-delà, hein, moi, sur une installation que je suis, eh ben, il y avait, vous savez, les robinets thermostatiques du chauffage, ben, il y en avait 1 sur 3 qui ne marchait plus ou qui n'était plus fonctionnel. Voilà. Donc, c'est des choses… chez soi, on fait un peu attention. Dans du petit collectif, on fait déjà… c'est moins divisé parce qu'on ne sait pas qui est responsable. Et donc, en fait, c'est un peu l'affaire de tout le monde. Et c'est l'affaire, dans ce cas-là, c'est l'affaire de personne. Mais il y a effectivement des angles morts, il faut regarder. Et voilà, donc mieux consommer, moins consommer. On n'a pas encore parlé de prix des tarifs. Hein, voilà. Et donc, faut vérifier, contrôler ses factures, hein, comme on disait. Et c'est là, c'est le début des litiges. Vérifier, contrôler de temps en temps son compteur et contrôler ce qui est marqué sur la facture. C'est pas inutile. Vérifier si les chiffres sont cohérents, si ça correspond à l'historique, si vous consommez pas plus ou moins que votre voisin. Les échéances des contrats, hein, vérifier les formules tarifaires d'acheminement. Alors c'est un peu savant, mais si vous avez une utilisation continue ou discontinue, vous n'avez pas la même formule tarifaire d'acheminement. Et négocier au bon moment par rapport au prix de marché. Voilà. Et se faire aider par des experts. Et ce que je dis, c'est indépendant, parce que très souvent, il y a des gens qui vous disent oui, ah, mais moi je sais, je vais vous aider, mais en fait, ils sont associés, sont adossés à tel ou tel opérateur, à tel ou tel fournisseur. Et puis, ils vont vous orienter, vont vous aiguiller vers une solution qui n'est pas forcément la meilleure solution. Voilà. Alors, il y a aussi, vous voyez qu'aujourd'hui émergent des kilowatts, vous voyez plein de spécialistes, dits spécialistes du digital lié à l'énergie. Il faut faire très attention parce que c'est tout et n'importe quoi. Il faut travailler la référence. La référence, elle est chez les opérateurs. Hein, d'abord, c'est avant tout les opérateurs. Les opérateurs avec… Quand on dit opérateurs, c'est les fournisseurs type EDF, Engie, etc. Voilà, c'est eux qui ont les dispositifs entre les mains. C'est pas les courtiers, par exemple, le monde de courtage aujourd'hui utilisait les opérateurs pour gagner de l'argent. Engie, et ce sont des courtiers à la base. Ce ne sont pas des techniciens hein, chez Engie, ce sont tous des courtiers. C'est tous dans la finance, tous des gens qui brassent de l'argent, qui s'intéressent un peu à l'énergie, etc. Chez EDF, il y a beaucoup plus d'ingénieurs, beaucoup plus de spécialistes. Il y a beaucoup de gens qui connaissent très très bien la maison. La maison EDF est très grande, il y a beaucoup de monde. C'est peut-être de loin la meilleure offre aujourd'hui, de demain. Même Total ne pourra pas s'afficher. Total est sur des perceptions long cours, et alors que EDF peut travailler des contrats courts. Total a beaucoup plus de mal. Voilà. Donc faites très attention comment vous signez vos contrats. C'est un peu le mot de la fin. Ouais. Je rajouterais moi une autre astuce dans le takeaway pour le prix et tarif. Bah, si on a un compteur Linky, moi c'est ce que je fais. Tout à l'heure quand je vous disais que je me compare par rapport aux autres foyers, c'est qu'avec son téléphone, avec l'application de son opérateur ou Enedis, on peut suivre sa consommation aujourd'hui journalièrement, voire même à l'heure. Donc, on peut savoir à peu près quel appareil peut consommer le plus. Alors, oui, William, il y a des problèmes d'éligibilité sur les Linky. Il y a des coffrages, il y a des prestations qui n'étaient pas très bonnes. Quand ils en ont monté des centaines de milliers pour les mettre partout en France. Et il y a quelques litiges sur le Linky, sur la consommation, sur l'autoconsommation, sur comment ça marche. Hein. Voilà, c'est des relevés qui sont faits automatiques. Il y a quelques problèmes aujourd'hui dans les tribunaux sur le Linky. Il faut quand même pas l'oublier. Hein. Oui. Et c'est dans des régions toujours les mêmes. Hein. Je précise. En général, ça marche bien. De manière, on n'a pas de bilan. Qui a un bilan? Vous avez un bilan? Tu as un bilan, toi, William? Non, on n'a pas de bilan sur le Linky. Le Linky, on ne sait pas ce qui s'y passe. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller sur Cdiscount, sur Amazon ou d'autres commerces et vous acheter un wattmètre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça coûte 15 €. C'est une petite prise électrique, une prise, comme les prises, vous savez, où on peut programmer la mise en veille des appareils, là, c'est la même chose. Donc, vous prenez votre wattmètre, vous le branchez sur une prise électrique, et dessus, vous branchez votre appareil pour savoir sa consommation. Et le wattmètre vous donne la consommation unique en watts. Moi, c'est comme ça que j'ai vu que j'avais des appareils, j'avais un téléviseur qui consommait 2 fois plus qu'un autre, parce qu'il était un peu plus âgé. Mais ne t'inquiète pas, William, c'est pas un problème d'âge. Non, mais très bien, merci. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de bon sens.
Merci de la reco. Ouais. Mais ça c'est les premiers gestes quotidiens. Éteindre les lumières. Alors, c'est pas que les lumières, ça coûte très cher. Tout le monde est en LED aujourd'hui. C'est pas ça qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est surtout le chauffage. Le chauffage coûte très très cher. Et la cuisson. Les gens oublient la cuisson. Hein. Mais quand vous mettez du micro-ondes associé à une bonne friture ou je sais pas quoi, quand je vais manger chez William, très souvent, il fait tous les outils. Hein. Chaud et froid. Hein. Tout y est. Hein. Pour les plaques de cuisson, pareil. Hein, si vous avez une plaque électrique, vous savez, les vieux machins avec le truc cylindrique en fer, alors, on trouve plus normalement. Ça, c'est ce qui consomme le plus. Moi, je vous donne un indice. Est-ce que je peux terminer de parler, Monsieur Brégé? Pardonnez-moi. Les plaques aujourd'hui qui consomment le moins, c'est les plaques à induction. Les plaques vitraux consomment plus, le gaz consomme plus, et les plaques en ferraille consomment encore plus. C'est bon. Alors, pour être très clair, tout ce que tu viens de me dire, ça consomme. La seule utilité, si vous voulez pas consommer, vous prenez une gazinière, par exemple, avec une bonbonne de gaz, 79 €, ça dure 1 an pour 5 personnes. Quotidien, 79 € à l'année. Voilà, ça c'est une vraie réponse. C'est pas l'induction, le machin. Quand vous ouvrez l'induction, c'est 1500 hein, quand vous la faites et à chaque fois. Donc s'il te plaît, William. Ok. Je ne mange pas. On pardon. On avait des questions, William, à répondre. Je vois le temps qui tourne. Oui. On avait une question de Marie-Stéphanie qui lance un gîte éco-responsable. Qui pose la question s'il est pertinent en tant que professionnel de s'abonner à des fournisseurs d'énergie dite verte et comment s'assurer que la provenance de cette énergie est vraiment verte. Je vais donner des indicateurs. Il n'y a aucune pertinence là-dessus. On ne sait pas ce qui est mis dans les tuyaux. C'est du gris, c'est du vert. Les outils de contrôle, je n'y crois pas. Hein. Nous, on vendait chez Total du vert alors que c'est du gris. Et on mettait un macaron. Le vert et le gris, Eric, peux-tu préciser? Le vert et le gris, c'est quoi? Alors, le vert, c'est tout ce qui est vert lié à énergie renouvelable. Énergie renouvelable, éolien. Le gris, c'est énergie fossile. Le gris, c'est fossile. D'accord. Vous avez chez Total, c'est assez incroyable, hein, chez Total, ils vous donnent un macaron comme chez Eni, ils disent t'es éco-responsable, je te fais payer 14 centimes de plus, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans le tuyau qui arrive. Hein. C'est du gris qui arrive, c'est pas du vert. Ah, donc c'est un vrai problème, on paye plus cher du truc vert pour être bien en règle quand on est une belle entreprise, on a un joli macaron vert, alors qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur des tuyaux. Voilà. Bon, une autre question. Pourquoi la France ne sort pas du marché d'électricité indexé sur le gaz et n'arrête pas d'obliger EDF à vendre son électricité à bas coût à des vautours qui la revendent au prix de marché? L'Espagne et le Portugal ont eu des dérogations. Eric, tu as une idée? Oui. La particularité aujourd'hui des prix affichés, on peut en parler, mais c'est vraiment la problématique liée au contexte géopolitique. C'est pas autre chose. Hein. Aujourd'hui, qui est autonome? Ils sont autonomes, les Portugais. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi les Portugais sont autonomes? L'éolien? Non, mais ils achètent depuis des années à l'extérieur, donc ils ont toujours leurs conditions d'achat. Et par contre, ils achètent plus cher. D'accord? Nous, le problème, c'est qu'on dans la collecte, aujourd'hui, on était autonome. Enfin, hier, on était autonome. Aujourd'hui, on l'est plus. On cherche des partenaires. Les partenaires qu'on a, c'est l'Algérie aujourd'hui. Sauf que, en contrepartie, qu'est-ce qui se passe dans le chapeau de la mariée? Je vais te donner du gaz, mais par contre, tes ressortissants, les trucs que tu te les gardes. Donc, il y a ce paquet-là. Il y a vraiment… il va falloir quand même donner des vraies réponses avec l'Algérie. Pour l'instant, les accords ne sont pas faits. Et c'est eux qui ont le gaz qui est revendu par qui? Par toute la chaîne d'Asie, qui est revendu par Poutine, parce que c'est terminé l'Europe. Et nous, on l'achète à des prix incroyables. Alors que si on était autonome, il y a 8-9 ans, quand on avait l'autonomie nucléaire, si on n'avait pas fait le brassard en se disant l'alternative, ça va être là, ça va être magnifique, on va pouvoir mettre des éoliennes avec des petites fleurs dans le jardin de William, il n'aura pas de nuisance, tout ira très bien et il se chauffera très très bien. C'est pas possible. Le mix énergétique, on ne peut pas chauffer la France
s'il n'y avait pas le nucléaire, on serait revenu au charbon. On a arrêté le charbon pour le dégagement de CO2. Je précise, hein, vous avez nos voisins qui font 400 du mégawattheure, pas euros, pardonnez-moi. Ça fait quand même beaucoup de dégagement de CO2. 400 tonnes du mégawattheure, c'est ça? Ouais. Donc nous, on est très loin de tout ça. La France, elle est éligible aujourd'hui. On a fait beaucoup d'efforts. Nos voisins sont des dépensiers hors sol. Et nous, on va payer très cher. Bien, messieurs. Est-ce qu'une dernière, pardon, il y a encore deux questions dans le chat. Pardon. 15-30. Hein. Il y a des questions de Werner aussi, de Jean-Maxime. On va prendre la question de Werner. Réponse rapide, s'il vous plaît, messieurs. En France, l'énergie renouvelable est coupée temporairement par les opérateurs réseau pour raison d'insuffisance du dit réseau. Ça ne veut rien dire. C'est qu'ils ne savent pas quoi dire parce que l'énergie verte ne produit pas. Elle ne produit pas assez. Donc, bon. Question de Jean-Maxime. Comment faire pour s'y retrouver dans les aides disponibles? Selon notre situation, faut-il passer par un expert indépendant? L'ADEME ne propose-t-il pas de faire ce travail? Alors, sur l'ADEME, ils ne prennent pas en compte les cas de particuliers. Enfin, ils peuvent le faire, mais ils vont vous orienter sur des spécialistes. Si quelques personnes ont des problématiques liées à que ce soit les problèmes de facturation, d'isolation thermique ou autre, vous pouvez nous en parler. Nous, on vous dirigera, on vous cadrera sur ce qu'il faut faire. Sinon, effectivement, il y a dans les partenaires, il y en a quelques-uns. Mais on est noyé, il y a trop d'aides et pas assez, ça ne va pas assez au bout. C'est le problème de tout ça. On superpose les aides pour, à la fin, qu'on ne s'y retrouve pas parce que personne ne sait comment ça marche. Si nous, tous les jours, on puise avec Luc des informations et un dernier dispositif, tout dépend du Parlement. Si le Parlement décide qu'il y a un bouclier tarifaire, il va être bouclier tarifaire pour le gaz au mois de juin. Alors, le Luc, il disait ça ne va pas être possible. Mais moi, je vous dis, on aura le bouclier tarifaire de gaz. Sinon, on a 40% des boîtes qui utilisent beaucoup de gaz qui fermeront. Ils ne peuvent plus payer. Bon, merci beaucoup. Oui, Luc. Joie et bonne humeur quand même, malgré tout. Bon. Alors, est-ce que vous avez été compétent? Est-ce que tout le monde vous a compris? Tout est dit, je quitte, je vous laisse, tout est dit. Tout. Bravo, messieurs, bravo. Merci beaucoup. Je vous remercie, moi je vous remercie tous pour nous avoir écouté. Merci William. On n'a pas fini. Encore une petite minute. Moi, je vous propose je vous annonce ce qui se passe la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va parler pour vous, indépendants ou futurs indépendants qui veulent monter leur boîte et pensez à bien vous former. Avez-vous la bonne posture? Avez-vous bien tout compris à ce qui va se passer dans votre vie quand vous serez chef d'entreprise? Donc, voilà, on propose ça avec le groupe Freeland qui a développé une formation justement pour les indépendants ou les micros pour lancer son entreprise. Et puis, la semaine prochaine, là, dans 15 jours, le 29 novembre, n'oubliez pas notre grande journée 24 heures pour rebondir au féminin, qui se passera à l'auditorium du MEDEF à Paris et qui sera retransmis en visio, évidemment. Plus de 25 intervenants pour parler de la femme entrepreneur, ses différents parcours, les associations, les organismes qui sont là pour vous aider. Et puis le 2 décembre, ça sera l'avant-dernier webinaire de cette année. Et ça tombe bien, on va parler de moi. Je suis remarquable, apprenez à le dire. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. C'est avec nos amis de chez Google. On aura une coach Google qui nous parlera de ça. Et il faut savoir le dire, je suis remarquable pour apprendre à avancer et avancer dans son entreprise. Et le dernier webinaire sera donc le 9 décembre cette année et vous en saurez plus dans quelques semaines. Voilà, comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers le site Second Souffle où vous verrez ces 3 magnifiques visuels de webinaire et des 24 heures pour rebondir. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire. Et puis moi, je vous envoie d'ici la fin de la journée, avant le début du week-end, un petit mail pour vous dire que le replay est disponible et que vous pourrez également télécharger tous les slides que vous a présenté Luc et Eric, dont le dernier slide que je vous ai pas montré à l'écran, mais trop rapidement en tout cas, avec leurs coordonnées, si vous voulez leur écrire. Voilà. Merci Luc, merci Eric.
Merci à vous tous. Merci. À bientôt. Merci bien et bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.